Notre condition féminine a-t-elle vraiment changé depuis l'époque de nos grands-mères? Donc la question est un peu provocatrice, je le reconnais. Vous allez peut-être me dire qu'il faut arrêter avec les discours féministes en cette ère post-MeToo, et c'est vrai que sur le papier et en grande partie dans la réalité sociétale, il faut reconnaître qu'on a quand même gagné. On a récupéré notre droit à être des êtres humains à part entière, à travailler, à être autonomes, etc. Effectivement, le patriarcat est mort, en tout cas en grande partie en Occident, mais on peut pas dire non plus, enfin, on peut pas dire qu'il n'est pas toujours un peu vivant. Comme on disait, le roi est mort, vive le roi. En fait, les femmes ont certes accédé à une autonomie pleine et entière, avec notamment le droit de vote, de disposer de leur corps par la procréation, enfin pour éviter la procréation, d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation du mari, de travailler dans des domaines qui les intéressent, mais dans l'inconscient, comment ça se passe? En fait, n'est-on pas toujours un peu à l'époque de nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères dans une aliénation au couple, à la famille, à la société? Donc voilà. Donc, si on reprend la base, qu'est-ce qu'une femme? En fait, si Freud nous a défini par un manque, c'est-à-dire le manque du pénis, il est sûr que de l'eau a coulé dans la psychanalyse et dans la vie ordinaire, et que cette définition a été largement dépassée. Mais donc la représentation que chaque femme va avoir de ce que c'est que sa propre féminité va de toute façon être en lien avec son histoire, avec ses modèles, ses contre-modèles, et donc des influences diverses, donc qui vont faire une sorte de cuisine interne. Bon. Donc, elle va être aussi liée aux expériences de vie, aux rencontres et à la façon dont elle va être narcissisée à travers ses relations amoureuses. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un impact d'un héritage ancestral, donc souvent inconnu, négligé, silencieux, qu'on pourrait définir comme une partie immergée de l'iceberg. Et ce contenu va entrer en contact parfois avec notre réalité d'aujourd'hui, comme des plaques tectoniques se rencontreraient dans une sorte de collision. Hein. Donc les femmes sont issues d'un patriarcat qui leur a fait croire qu'elles étaient des personnes insuffisantes, carencées dans leur capacité à interagir avec le monde, par exemple, des êtres en attente d'être protégés et comblés par l'autre. D'où sans doute parfois des tensions dans les couples, parce que les femmes sont exigeantes et en attente, ok, mais les hommes disent ben, vous avez voulu l'égalité, vous l'avez eu, et on peut les comprendre aussi. Hein. Donc, un petit rappel sur le contexte d'autrefois, en fait, le terreau de base d'où nous venons, nous les femmes. Donc, il y avait ce rôle traditionnel d'épouse, de mère, de ménagère, sous perfusion, sous dépendance financière, avec toute une sorte d'injonction, tout un paquet d'injonctions et d'interdits, pas de contraception, mariage parfois arrangé, virginité avant le mariage, donc impossibilité de faire un choix éclairé, faible accès aux études supérieures, etc. Donc, il fallait par exemple l'autorisation il y a une soixantaine d'années du mari pour ouvrir un compte bancaire en France. Bon. C'était il n'y a pas très longtemps. Donc, il y avait aussi beaucoup de tabous, pas d'informations sur la sexualité, interdiction de divorcer par la société, violence conjugale parfois, puisque bon, taper sa femme, c'était un peu normal. Bon, j'exagère un peu, mais c'était parfois dans les mœurs. Et puis des abus, parfois des abus souvent tus, parce qu'il fallait donner une bonne image et la femme de toute façon devait se taire. Donc, le travail et l'indépendance financière, ben, elle travaillait, certes, mais souvent dans des jobs qui n'étaient pas valorisés et intéressants. Et donc, il y avait aussi des tabous sur la maternité, puisqu'elle n'avait pas le droit non plus de maîtriser la procréation. Pour résumer,
la femme, à l'époque, n'avait pas le droit au désir. En fait, elle devait attendre que se manifeste le désir de l'autre et en plus lui résister, surtout lui résister avant le mariage. C'était son job, en fait, c'était sa passionnante mission sur Terre. Donc dans les années 50-60, si on va revoir les films hollywoodiens, c'est assez amusant. On voit cette disparité de conditions entre l'homme héroïque souvent, capable d'entrer en action pour gérer toutes les situations, et puis la femme enfant qui est un boulet, qui est impuissante, qui est puérile et qu'on appelle mon petit avec condescendance. Voilà. Donc à l'époque aussi, faut pas négliger l'impact du prince charmant qui était censé délivrer les princesses de leur insuffisance à vivre, comme si toujours il fallait attendre qu'un élément extérieur règle les problèmes des femmes. Voilà. Alors, ce qui a changé, évidemment, on le sait, hein, on vient d'en parler, émancipation financière, libération de la parole, oui, avec MeToo notamment. On existe aussi en tant que citoyenne du monde. On constate aussi qu'il y a beaucoup de changements dans les modèles familiaux, avec des familles monoparentales, des couples non mariés. On partage davantage les tâches domestiques. Donc, évidemment que nous sommes libérés en grande partie, mais nous avons engrammé des schémas qui ont été transmis par donc nos aïeuls et notamment on peut avoir récupéré un manque de confiance en soi et de reconnaissance de ce qu'on est capable de faire. Du coup, on va en faire plus et se sentir toujours un petit peu en deçà de ce qu'on attend de nous, un peu le syndrome de la bonne élève. Il va y avoir aussi un schéma de dépendance parfois par rapport au regard de l'autre, notamment esthétiquement. Il va falloir être toujours dans le regard des autres, dans le regard de l'homme surtout. Une culpabilité parfois de ne pas tout assumer, le poids du sacrifice. Et puis voilà, parfois il y a des symptômes encore plus importants comme un rejet de l'engagement, un rejet de la maternité, parce que il y a eu tout ce vécu, voilà. Et tout ça, ça fonctionne comment en psychogénéalogie? Via les loyautés invisibles. Donc une femme peut aujourd'hui réussir professionnellement, mais se sentir coupable de ne pas être une bonne mère parce qu'elle est censée être une bonne mère est censée équivaloir à se sacrifier dans les autres domaines. Et donc il y a tout un tas de croyances héritées qui considèrent que les femmes doivent s'en faire plus et que si elles en font trop, elles vont émasculer les hommes. Si elles réussissent trop, attention, elles vont pas être désirées. Donc toutes ces peurs sont souvent irrationnelles, parfois des peurs de l'engagement, du mariage, qui sont donc toujours en lien avec ces histoires du passé. Alors aujourd'hui, on a la possibilité d'accéder en principe à notre puissance intérieure à condition de se l'autoriser. Donc, il y a quelque part, comme en amour, il y a un programme officiel et puis il y a une vision du monde qui est engrammée et qui est parfois en contradiction. Bon. Donc, nous portons donc ce que je viens de dire, des mémoires, des schémas de ces blessures, mais aussi des ressources héritées par nos aïeuls. Donc, nos aïeuls nous ont aussi transmis cette capacité à gérer beaucoup de choses en même temps, une certaine résilience. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire un petit état des lieux, de savoir ce qui relève dans nos vies de toutes ces émotions et de ces croyances du passé, donc de faire un petit point sur comment ont vécu nos mères, grand-mères, arrière-grand-mères, et qu'est-ce qu'on répète, quels sont les schémas répétitifs que nous faisons aujourd'hui, et de façon à se libérer de ça, et à déconstruire en fait ce qu'il y a à déconstruire. Voilà, donc cette possibilité-là, elle nous est donnée aujourd'hui, notamment grâce à la psychogénéalogie, mais de toute façon par l'introspection et par le travail sur soi, c'est toujours bénéfique. Donc de toute façon, tout est ouvert, mais il faut quand même travailler avec ce terreau un peu plus ancien. Donc écoutez, je vous dis à bientôt et bonne journée.